Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, débrief de la quatrième journée de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, le thème du jour, voile déchiré. Il y a eu pas mal de soucis au niveau des voiles et on en parlera sur les différents concurrents, notamment du côté de Clarisse Kremer, parce qu'on fera une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit hier. J'avais pas l'entièreté des informations. C'est un petit peu plus grave que ce que je pensais du côté de Clarisse Kremer. Pour le moment, donc vous voyez la situation de la flotte. Alors, la situation de la flotte, certes, le classement n'est pas à jour, je ne sais pas pourquoi, c'est le classement de 7 heures, c'est pas le classement de 11 heures. Donc on regardera le classement en fixe, pas sur cet écran-là, parce que le classement que vous avez sur cet écran-là, c'était le classement à 7 heures. Il y a eu quelques évolutions au niveau des positions, mais pour tout vous dire, ça reste extrêmement serré pour le moment. Du côté de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un super thanks. J'ai vu des commentaires très drôles à ce sujet. Si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas forcément les moyens, ou que vous n'avez pas forcément donné de l'argent également à YouTube, pas de problème. Vous rajoutez la petite cloche, puis plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant sur YouTube. Je remercie également les gens qui se sont abonnés. Ça fait depuis 2-3 jours là qu'on a des chiffres assez dingues au niveau des abonnés, donc je remercie les gens qui font cet effort. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo. On va commencer par la météo, parce que ça au moins c'est à jour, sur le site du Vendée Globe. Donc vous voyez la météo actuelle, on pourrait croire que la situation est pas trop mal, c'est-à-dire qu'on est sur du vent à peu près de 15 nœuds, entre 12 et 15 nœuds, on va dire, selon où on se trouve dans la flotte. Là, vous voyez, la tête est plutôt à 13 nœuds. Derrière, parfois, on a un peu plus de vent, notamment pour les derniers concurrents qui sont, voilà, qui sont en train de se faire catapulter par l'anticyclone. Il y a l'anticyclone des Açores. Vous voyez qu'il y a, voilà, il y a le centre là, qui est ici, et Xingzhou, il est dans une zone avec peu de vent. Pas très bien débrouillé, le chinois, ça arrive, et devant, ça navigue un peu moins vite, je pense, que les concurrents qui sont derrière, surtout que la traversée de Madère n'a pas été si facile. La plupart, je dirais 95% des concurrents sont passés au nord de Madère, c'est-à-dire plutôt donc à l'ouest de Madère. À l'est, on a deux concurrents, c'est Conrad Coleman. J'ai l'impression que Maxime Sorel qui va s'y mettre également, mais Maxime Sorel, c'est pour réparer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va passer dans ce secteur-là. Sinon, tous les autres sont passés au-dessus de Madère et pas en dessous. Voilà, dans l'idée. Pour le moment, au niveau du classement, c'est toujours Johan Richomme à 11 heures qui est en tête. Ça ne change pas. Mais vous voyez qu'au niveau du vent, ça va pas être facile dans les heures à venir parce que le vent va être assez instable, ça va se réduire beaucoup. Et je pense que les concurrents de derrière vont peut-être réussir à revenir, c'est-à-dire par exemple Paul Meillat qui est un petit peu décroché au Benjamin Dutreux, c'est peut-être eux qui peuvent profiter de la situation parce que voilà, pendant les 24 prochaines heures, vous voyez le vent va pas être énorme, donc ça va pas mal ralentir au niveau du rythme. On va être dans une zone où le vent est encore plutôt bien situé, mais avec du vent qui va pas être très fort. Donc ça pourrait permettre aussi également à certains bateaux à dérive de revenir peut-être un petit peu, puisque dans 24 heures, vous voyez que le vent va être très faible. Donc ça va pas aider. On va être voilà, dans une situation pendant peut-être 2 jours avec du vent extrêmement faible. Vous savez que dans 48 heures, c'est pas beaucoup mieux sur zone. Il y aura peut-être même une grosse zone de molle. Je pense très clairement qu'on va passer à l'ouest du Cap-Vert. Ça m'étonnerait qu'il y ait des concurrents qui tentent de passer à l'est. Voilà. À un moment, on pouvait peut-être y penser, parce qu'il y avait des prévisions qui mettaient un petit peu de vent, un petit peu plus de vent là que là. Mais là, vous voyez que la situation s'est un peu dégradée. Et puis, voilà, après vous vous retrouvez bloqué dans cette zone-là, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc il va falloir être bon en termes de trajectoire. Il va y avoir beaucoup de stratégies. Surtout que vous allez me dire, certes, vous avez le vent, qui n'est pas évident à gérer, mais si avec le vent, les nuages, hop là, je vais vous afficher cette carte.
vous voyez que là, on est dans des zones avec beaucoup de nuages, donc avec parfois des systèmes où les vents sont très instables. C'est-à-dire que parfois, vous êtes complètement dans de la pétole. Romain Attanasio, par exemple, a fait une vidéo où il était dans la pétole et vous voyez que les nuages sont très présents sur ce zone. Donc ça aussi, il va falloir le gérer. Voilà, ça va un peu se décanter, sauf que vous voyez qu'en termes de trajectoire, eh ben, on est plutôt dans une zone avec encore pas mal de nuages. Alors il va peut-être falloir tirer un bord pour retrouver du plein soleil. Mais il va falloir jouer avec ça, donc ça va être 24 heures ultra tonique, je pense, pour les concurrents, parce qu'il y aura de nouveau des nuages également dans 24 heures. Donc ça va être très très tonique en termes de trajectoire, parce qu'avec les nuages, vous pouvez vous retrouver dans des zones sans vent complet. Et là, vous êtes dans la mouise, comme on dit, hein, vous êtes dans la pétole. Donc en plein soleil, vous pouvez vous retrouver dans la pétole, ça c'est notamment le cas... du côté du poteau noir, mais dans les nuages aussi, parfois vous pouvez vous retrouver bloqué parce que le flux d'air va être un peu moins important, donc c'est là où il va falloir être doué en termes de trajectoire. Donc voilà, le point météo est pas idéal. Et au niveau de la température sur les bateaux, bah, on voit que la température remonte, il fait une vingtaine de degrés, voilà, sur les concurrents, donc on a enlevé les bottes par exemple, on met des vêtements un petit peu plus légers. Et puis la température va continuer à augmenter, mais là ça reste une température raisonnable, surtout dans les bateaux à cockpit, parce que ça va être la grande nouveauté, c'est qu'on ne sait pas comment ces bateaux-là vont vraiment réagir aux fortes températures. En solitaire, il va peut-être y avoir des températures, on va dépasser parfois les 45-50 degrés dans les cockpits, pendant peut-être une dizaine d'heures dans la journée. Ça va jouer également sur la capacité et la lucidité des concurrents à avoir des trajectoires correctes et à faire des manœuvres dans des bonnes conditions. Donc ça ici, il va falloir s'y préparer. Là, il y aura peut-être un avantage aux plus anciens bateaux dans ces conditions-là. On va parler... Alors attendez, je vais tenter de voir si la mise à jour est faite pour les scores à 10h de 11h. Oh là là, le classement est enfin à jour. Incroyable. Il a fallu attendre 1 heure pour que les classements soient à jour. C'est exceptionnel. Bon, on va voir la situation du côté des concurrents qui ont connu parfois des avaries pendant la nuit. On commence avec Maxime Sorel, comme on le disait. Maxime Sorel qui se déroute pour essayer de réparer du côté de Madère. Toujours ce problème de grand voile qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas réagir. Donc ça, c'est déjà un premier souci pour Maxime Sorel. Donc il va falloir monter au mât. Il est déjà monté au mât hier. Il n'a pas réussi à rectifier le problème. Donc il a parlé avec son équipe technique à terre pour voir quelle stratégie employer, essayer de se cacher à Madère pour monter au mât plus longtemps pour pouvoir réparer, parce que quand il est monté au mât, il s'est fait un petit peu trimballer à droite à gauche, en rappelant également que Maxime Sorel a toujours un problème de cheville. Hier, elle n'avait pas dégonflé, mais elle n'avait pas gonflé non plus. Donc je dirais que la situation était stable. Petite rectification du côté de Clarisse Kremer. Hier, je vous avais dit, Clarisse Kremer a perdu une voile, mais moi j'avais compris, a perdu une voile qui s'est déchirée. Non, en fait, le problème de Clarisse Kremer, c'est qu'elle a vraiment perdu la voile. C'est-à-dire que Clarisse Kremer s'est retrouvée en pleine nuit avec son grand Genneker dans l'eau, donc c'est l'une des voiles les plus importantes, le grand Genneker, c'est 250 mètres carrés à peu près, enfin tout dépend en plus des bateaux, parce qu'il faut savoir que, on va dire que c'est une moyenne, mais c'est une voile très longue, très lourde, et elle s'est retrouvée dans l'eau, donc quasiment impossible à remonter, et en plus, la voile, quand elle est tombée dans l'eau, elle commençait à faire de la tension, beaucoup trop de tension au niveau du mât. C'est-à-dire que si elle restait dans cette situation-là en attendant la levée du jour, eh bien elle se retrouvait dans une situation, elle risquait de démater. Parce qu'il faut savoir que dans les mâts, vous avez des capteurs de tension, et que si vous dépassez ces tensions-là, le risque c'est de démater. Démater sur un Vendée Globe, c'est fin de course. À part si ça vous arrive à 2 jours, 3 jours de l'arrivée. Donc là, eh bien elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Donc elle s'est dit, allez, je tombe à l'eau, mon grand Genneker. Elle était assez... déçue d'elle-même, déçue également en termes de pollution, parce que oui, il y a une voile dans l'eau, avec des écoutes aussi. Donc voilà, elle a pollué l'eau, mais voilà, elle n'a pas trouvé... Encore une fois, il faut réussir à trouver des solutions seules, des 3/4 du temps. Je dirais dans 80%, 85% du temps, il faut trouver les solutions seules. Vous n'avez pas le temps de prévenir votre équipe à terre. Bah là, la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de se débarrasser de sa voile, parce qu'elle ne voyait pas comment la remonter sur le bateau, sur le pont du bateau. Donc voilà, elle était très déçue, elle était un petit peu énervée.
Surtout que bon bah voilà, ses vêtements ont trempé dans l'eau, mais elle a trouvé une solution avec l'essuie-tout au niveau des manches, les conseils de Tata Clarisse. Mais voilà, c'est toujours un petit problème, c'est surtout, ça veut dire qu'elle n'a plus que 6 voiles au lieu des 7. Elle n'a plus que 7 voiles pardon, au lieu des 8 qui les embarquent tous, je vais y arriver. Et ça veut dire que donc elle a moins de possibilités de jouer avec ses voiles, et c'est une voile qui est très importante dans des situations de petit temps, quand il y a peu de vent, donc au niveau du poteau noir, ça va être plus compliqué pour elle que pour certains de ses petits camarades avec cette voile manquante. Kojiro Shiraishi, lui, le japonais, a un problème de bosse d'enrouleur. Sa bosse d'enrouleur, donc c'est une petite pièce voilà, au niveau d'enrouleur, donc pour les voiles, pour hisser les voiles notamment. Donc cette petite bosse d'enrouleur, elle est cassée. Voilà, donc il est en train d'essayer de... il essaie de voir comment réparer, mais pour l'instant il ne peut pas réparer parce que la situation de mer est trop tendue. Il y a un peu trop de mer, voilà, et un peu trop de vent pour le moment pour réparer. Donc ça le gêne un petit peu forcément dans sa progression, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc il sait comment réparer, il attend juste qu'il y ait un petit peu moins de mer, surtout que Kojiro Shiraishi, comme sur ses 2 premiers Vendée Globe, a eu des problèmes de mal de mer sur les premiers jours de course. Alors, on se souvient, lors de la première édition, il avait vraiment souffert de ça pendant au moins une semaine. Donc voilà, le japonais doit aussi gérer son physique, et c'est pas forcément évident. Eric Bellion, lui, qui s'est fait un petit aligot, saucisse aligot, mais bon, voilà, il a réparé un winch pendant la journée. Il avait un winch qui était défectueux. Alors les winches, donc vous voyez, vous avez le moulin à café, donc le pédalier du vélo, comme on pourrait dire, pour ceux qui regardent le cyclisme avec moi. Voilà, vous avez le pédalier du vélo. Et puis en fait, le winch, c'est ce qu'on pourrait... Donc ça, c'est le pédalier à l'avant. Le winch, on pourrait dire que c'est l'arrière. Et ça permet d'augmenter sa force, en fait. Le winch est relié au moulin à café. Donc quand vous faites tourner le moulin à café, vous faites tourner les winches. Les winches, ce sont des engrenages, hein, grosso modo, c'est des petits, vous savez, ces disques ronds noirs qui sont d'un côté ou de l'autre du bateau, et vous pouvez soit les manœuvrer avec un moulin à café, soit vous avez des sortes de manivelles et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous savez, c'est comme un enrouleur, pour expliquer, c'est comme un enrouleur de rallonge électrique, là, dans l'idée. Et vous tournez pour remonter la rallonge, pour ranger la rallonge. C'est un peu le même principe. Donc là, le problème, c'est qu'avec un winch défectueux, un winch gère, on va dire, allez, 3 bouts, 4 bouts sur le bateau. On essaie d'en avoir 4-5, comme ça, voilà, on gère à peu près la situation. Et là, avec un winch défectueux, ça veut dire qu'il est obligé de ramener des bouts sur d'autres winches, ce qui peut provoquer également une usure prématurée des autres winches, donc c'était pas mal de réparer, donc il en a profité. Le bateau était plutôt dans une situation où il n'avait pas besoin de régler forcément les voiles, donc il a réparé ça, il a réussi à réparer, donc pas trop de problèmes, mais c'est vrai qu'Eric Bellion, il a un début de Vendée Globe qui est pas évident non plus. Dennis Van Wijnberg, le Belge, lui, a cassé un lazy jack. Pendant une manœuvre, hein, il faisait un virement de bord dans du vent, 40 nœuds de vent, et le lazy jack a cassé. Alors lazy jack, c'est un système qui permet de hisser ou redescendre la grand voile. C'est au niveau de la grand voile, c'est des sortes de câbles qui permettent, voilà, de ranger, on va dire, proprement la grand voile et de rehisser tranquillement la grand voile. Donc, et de stabiliser la grand voile quand vous êtes à un riz, ça permet de stabiliser la grand voile dans ce genre de situation. Donc le problème du lazy jack qui est cassé, c'est qu'il a dû utiliser des sangles. Mais là aussi, c'est pas trop un problème pour Denis Van Wijnberg qui sait comment réparer. Il attend juste des conditions de vent un petit peu plus simples. Du côté de Guirec Soudé, Guirec Soudé sur freelance.com, 2 voiles inutilisables pour Guirec Soudé, dont je pense le spi, parce qu'il a fait une vidéo où il montre son spi qui a été dans l'eau, il essayait de le récupérer. C'était compliqué du côté de Guirec Soudé, en essayant de le déchirer le moins possible, mais voilà, il a indiqué au Vendée Globe, aux organisateurs, qu'il avait 2 voiles inutilisables, donc ça aussi c'est un problème parce qu'au lieu de 8 voiles vous en avez que 6, donc il faut réussir à rectifier le tir. Et par contre le problème le plus important, c'est pour le concurrent hongrois Szabolcs Veres, Szabolcs Veres en français, qui a déchiré à la fois sa voile d'avant, la voile A7
Voilà, c'est son nom en termes techniques. Vous savez que les voiles ont des noms. Vous avez J0, J1, J2, J3, trinquette, voile de tempête, donc qu'on appelle aussi code 0, il y a le code 0, voilà, vous avez plein de voiles avec des noms techniques, on va dire. La voile de A7, pour vous expliquer, c'est une voile qui est très intéressante dans du vent fort sur une descente d'Atlantique. Plutôt la situation qu'on a actuellement, parce qu'elle est très forte dans du portant, mais surtout dans du vent de dos. Voilà, c'est là où elle est efficace, et donc forcément ça va être un problème. Et deuxième plus gros problème qu'à devoir déchirer une voile, puisque déchirer une voile d'avant ça peut se réparer, c'est qu'il a déchiré sa grand voile, et là c'est beaucoup plus problématique, parce que la grand voile, techniquement, elle ne doit pas vraiment se déchirer. C'est-à-dire que la grand voile, elle est en matière beaucoup plus rigide et résistante que la voile d'avant, parce que son job est différent à la voile, à la grand voile. Le fait de déchirer sa grand voile, il va falloir réparer, mais il va falloir faire une réparation solide. Donc pour le Hongrois, la situation est loin d'être évidente. Donc on va voir comment il va réparer. Est-ce qu'il va passer aussi à l'est de Madère, pardon, pour trouver une situation. Donc voilà les problèmes des différents concurrents à 7 heures. Bon, on passe au classement avec Johan Richomme qui a repris la tête. Mais vous voyez, les écarts sont extrêmement réduits dans le premier peloton de la course. Johan Richomme qui navigue plutôt bien, encore une fois, mais il le dit, il est assez inquiet de la suite de la situation avec voilà, ces nuages qui vont gêner encore une fois le vent. Donc ça va pas être facile pour Johan Richomme. Voilà, il est un petit peu inquiet de cette situation-là, mais c'était la seule inquiétude, c'était l'inquiétude météo pour l'instant. Bon, il n'a pas annoncé de problème sur son bateau, donc ça se passe plutôt bien. Les conditions de mer hier avaient l'air d'être plus calmes. Sur la plupart des vidéos que j'ai vues, notamment des foilers, les bateaux tapaient beaucoup moins. Ils avaient moins tendance à enfourner dans les vagues, c'est-à-dire à taper dans les vagues, à taper dans le bas des vagues. Enfourner, c'est plus un terme de multicoque, mais parce qu'enfourner, c'est vraiment faire déplanter. Mais voilà, ils ont moins tendance à taper dans les vagues pour le moment, donc c'est plus calme. Voilà, la vie est un peu plus reposante, donc certains concurrents en ont profité également pour dormir, mais ça n'a pas été non plus évident pour la plupart des concurrents, parce que la situation elle est point simple. Voilà, pour le moment, c'est très très compliqué. Bon, Nicolas Luneven, voilà, je prononce mal depuis plusieurs jours, on m'a bien dit, c'est Luneven, voilà, dans les commentaires, qui continue sa remontée. Alors hier, donc, on rappelle, il a battu le record de vitesse en 24 heures sur un monocoque en solitaire. Et là, Nicolas Luneven, il continue sa remontée avec un bateau qui est hyper efficace. Alors c'est vrai que je le disais, Holcim PRB, on connaît assez peu ses qualités, parce que ce bateau, on l'a assez peu vu. Il y a eu, donc je rappelais hier l'affaire Kevin Escoffier, certains m'ont demandé dans les commentaires, voilà, Kevin Escoffier a été suspendu 18 mois, c'est en cours d'appel pour une affaire de harcèlement sexuel, d'agression également sur une étape de la Ocean Race. Donc pour le moment, la situation n'a pas évolué. Hein. Donc il ne pouvait pas participer au Vendée Globe. Donc c'est pour ça qu'il a été remplacé du côté d'Holcim PRB. Et Nicolas Luven se retrouve avec ce bateau-là, mais un bateau qui a fait assez peu de sorties, parce que entre la période où il y a eu la suspension de Kevin Escoffier, plus la période où il a fallu retrouver un nouveau navigateur, ça a été compliqué pour Holcim PRB. Donc c'est vrai qu'on connaît assez peu ce bateau au final. Alors, on le connaît quand même un peu plus que le bateau de Jean Lecam et d'Éric Bellion, mais pas beaucoup plus au final. Donc c'est vrai qu'on connaît assez peu ses qualités. Et bien on voit que dans ces conditions-là, avec de la mer au portant, ça se passe extrêmement bien pour lui. Donc qui revient quasiment sur Johan Richomme. Il va peut-être pouvoir prendre même la tête de la course à 14h ou à 17 ou 18h pour les prochains points du côté du classement. Thomas Ruyant 3e, toujours des problèmes de voie d'eau. Il ne les a pas réglés. Je pense qu'il attend le poteau noir. Mais il fait peu d'erreurs pour le moment, Thomas Ruyant. Donc ce qui lui permet d'être dans le match. Mais c'est vrai qu'il est dans des situations où il aurait peut-être pu prendre un petit peu d'avance.
Et il se retrouve un petit peu derrière. Ça reste quand même pas trop mal hein, pour Thomas Ruyant, parce qu'avec une voie d'eau, encore une fois, on le rappelait hier, mais il faut qu'il pompe toutes les 2 à 3 heures. C'est fatigant, donc ça veut dire qu'il ne doit pas utiliser le bateau à 100%, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que Thomas Ruyant est un petit peu plus à l'ouest que Nicolas Luven, qui est un petit peu plus à l'est, un petit peu plus bas. Voilà, il y a des trajectoires légèrement différentes dans ce peloton de tête. Vous voyez que derrière Nicolas Luven, vous avez Sam Goodchild et vous avez également Sébastien Simon qui suivent un petit peu la même trajectoire pour le moment. Alors que sur la trajectoire du centre, eh bien on a Jérémy Bayou également qui a fait une belle remontée pendant la nuit. Jérémy Bayou, il disait que la situation, les conditions de mer n'étaient pas forcément évidentes, mais qui prenait pas trop de risques avec le bateau en fait pour le moment. Son idée était plutôt de ménager sa monture, donc il essaye d'anticiper les changements de voile. Il tape pas à 100% des qualités du bateau. Voilà, son objectif c'est de pas casser le bateau pour le moment. Donc il attaque pas. Il est plutôt sur un rythme, on va dire, à 85% des qualités du bateau. Donc c'est plutôt intéressant. Après, bien entendu, c'est des déclarations. La réalité est peut-être différente. Mais voilà, c'est ce que disait Jérémy Bayou. Donc voilà, avec une situation plutôt bonne pour lui. On retrouve ensuite Sam Goodchild, 5e. Et puis Charlie Dalin, qui est un petit peu le perdant de cette journée. Charlie Dalin... il a eu une mauvaise situation à Madère. Voilà, il n'a pas réussi à faire ses virements de bord parce que parfois il était bloqué par d'autres concurrents qui revenaient de l'arrière. Donc ça a été un petit peu compliqué à Madère. Il l'a expliqué ce matin lors de la vacation qu'il avait peu dormi. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il n'a pas fait forcément les bons choix. Mais il disait en début de course il avait fait des mauvais choix au Cap Finistère. Ça lui avait coûté un petit peu de temps. Bon, ensuite, il avait refait des bons choix, il avait repris la tête de la course. Là, il a refait des mauvais choix. Donc, il se retrouve de nouveau un petit peu derrière Charlie Dalin dans cette situation-là. Et puis, on redéroule le classement. Sébastien Simon qui fait pour l'instant une course très correcte, qui est 7e. Louis Burton, 8e pour le moment, avec son bureau Vallée, l'ancien Occitane en Provence. Mais encore une fois, on se rappelle que ce bateau-là avait été très efficace dans les mers du Sud. Boris Herrmann aussi avec un bateau efficace dans les mers du Sud 9e. Ces concurrents-là qui ont repris un petit peu de temps aux concurrents de tête. 68 000 désormais de retard pour Louis Burton. Boris Herrmann est à 81 000. Et Justine Métro dans le top 10, désormais à 83 000 de retard. Elle a perdu un petit peu de temps entre 7h et 11h. Justine Métro, j'essaie de la retrouver. Justine, où est-elle? On va cliquer dessus. Hein. Voilà, elle était juste à côté de Boris Herrmann, donc c'est pour ça que je ne la voyais pas. Yannick Bestaven, également toujours dans ce peloton de tête, on va dire. Et puis Benjamin Dutreux, qui ferme la marche de ce peloton de tête parce qu'il y a déjà des écarts qui commencent à se créer. Hein. Benjamin Dutreux est à 100 000 et vous voyez que Paul Meillat, lui, est déjà à 150 000. Un petit peu fatigué, Paul Meillat le disait hier en interview. Donc il a essayé de se reposer. Forcément, quand vous vous reposez, vous réglez pas les voiles, ce qui peut avoir des conséquences sur votre rythme de croisière. Donc Benjamin Dutreux qui s'accroche, qui a fait une bonne journée. Bonne 24 heures, on reviendra sur les statistiques de ce côté-là. Et puis donc Paul Meillat. Premier non-foiler, toujours une fois Benjamin Ferré qui est 14e, mais qui se retrouve déjà dans un deuxième peloton. Vous voyez, Benjamin Ferré avec également Giancarlo Pedoté, Samantha Davis qui continue de remonter, mais j'ai peur que le temps qu'elle a perdu sur les 2-3 premiers jours lui coûte très cher ensuite, parce qu'elle est déjà à 160 000 de retard. Et encore une fois, elle est dans un deuxième peloton et peut-être qu'elle sera dans un autre schéma météo que les bateaux de tête. Donc ça peut être compliqué à gérer, notamment dans le poteau noir, mais aussi à Sainte-Hélène, Sainte-Hélène qui va pas être facile à franchir. Et puis donc Jean Le Cam, Clarisse Kremer qui a eu une journée compliquée hier, mais qui remonte un petit peu au classement, devant Conrad Coleman, donc qui est passé sous Madère. Est-ce que c'était la bonne solution? Je ne suis pas sûr, parce que là il est qu'à 7 nœuds par exemple. Et puis on retrouve Antoine Cornic dans ce classement.
Pip Air est là, donc Gerhard Soudet a perdu quelques positions. Alan Roura aussi, mais il a fait des erreurs tactiques. Damien Seguin aussi n'était pas vraiment content de son début de course pour le moment. Seulement 28e, et donc Maxime Sorel qui perd des positions assez régulièrement. Et pour l'instant, le concurrent qui ferme la marche, c'est Jikunshu, toujours dernier, et qui risque d'être dernier peut-être pendant toute la course. Et je peux vous dire que dans les mers du Sud, quand vous êtes en dernière position, vous serrez les fesses. Parce que vous savez que pour vous dépanner, c'est encore plus compliqué que quand vous êtes dans le peloton, parce que pour qu'un bateau fasse un demi-tour, c'est vraiment pas évident, et surtout naviguer auprès dans les mers du Sud, c'est difficile. On regarde un petit peu les statistiques des dernières heures pour conclure cette vidéo. Pas de nouvelles informations pour le moment. Eh bien, le concurrent qui a fait le plus de 1000 aujourd'hui, eh bien, c'est Louis Burton sur les 24 dernières heures. 448 000 de parcourus, c'est 200 km de moins quand même que Nicolas Lubben la veille. Ça reste quand même une très bonne journée devant Jérémy Bayou. Donc encore une fois, il nous dit qu'il n'attaque pas, mais il va quand même vite avec son bateau, Jérémy Bayou. Et puis, vous avez Pip Air qui a fait une vidéo des conditions qui étaient assez engagées. Elle est dans le deuxième peloton également, Pip Air, mais 430 000 parcourus devant Johan Richomme et Benjamin Dutreux. Donc, qui s'accroche Benjamin Dutreux parce qu'il sait qu'il faut qu'il reste dans ce bon premier peloton devant Clarence Kremer, Bestaven, Pédoté et Justine Métro, qui est dans le top 10 des concurrents qui ont fait le plus de 1000 nautiques. Et pour l'instant, le bateau le plus rapide, ça reste Sébastien Simon, avec 46,6 km/h, mais Nicolas Lubben se rapproche dans ce classement, comme Giancarlo Pédoté, qui fait une rentrée dans le top 10. Du côté de l'écart avec le record, eh bien, cet écart a augmenté. On a désormais 137 000 nautiques d'écart d'avance pour Johan Richomme par rapport au record d'Armel Lecléache. On rappelle ce record qui est de 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Voilà pour les différents concurrents qui ont déjà parcouru quasiment 2400 km depuis le départ pour les hommes de tête. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, eh bien nous... Alors je m'excuse, la vidéo va arriver avec un petit peu de retard, mais encore une fois, le classement n'était pas à jour, donc je m'excuse un petit peu. Voilà, je pense que là, la vidéo va arriver à 12h45 et pas à 12h30 comme les jours précédents. Voilà. Toutes mes excuses, mais encore une fois, il y a eu des petites choses du côté du Vendée Globe. Voilà, j'ai attendu un classement un jour et il a mis quasiment 1 heure à arriver. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!